Radio J, Affaires publiques, Alexis Lacroix. Gilles Clavreul, bonjour. Bonjour Alexis. Bienvenue donc en ce vendredi matin à Radio J. On est très heureux de vous accueillir. Vous venez de signer dans le silence de l'État aux éditions de l'Observatoire. C'est un essai passionnant sur la situation de la France, en fait, au sens large. Pas seulement celle de l'État, mais il se trouve que l'État, c'est le mur porteur de la société française depuis maintenant plus de 200 ans. Donc c'était très important que vous publiiez ce livre dans de bonnes conditions. On vous invite autour de ce livre, mais on va évidemment aussi parler plus largement de la France. Commençons tout de suite par un sujet qui taraude beaucoup de nos auditeurs, beaucoup de Français aujourd'hui. Est-ce que le néolibéralisme est coupable du sort fait aujourd'hui à l'État en France ? C'est une des difficultés qu'on a avec ce débat, c'est que derrière le néolibéralisme, on met beaucoup de choses un peu hétérogènes. Et il faudrait déjà repartir de l'histoire du libéralisme tout court, de ses différentes branches. Alors on peut dire une chose très simple. Quand vous étiez DILCRA, quand vous avez travaillé avec l'ancien Premier ministre Manuel Valls, dont vous êtes resté un proche conseiller et ami, vous étiez de ceux justement qui faisaient une critique, on va dire républicaine, du retrait progressif ou de la réduction du périmètre de l'intervention de l'État. Vous continuez ? Vous persistez ? Vous signez ? Oui, alors justement, c'est là on entre dans le cœur du sujet. Il y a plusieurs formulations du libéralisme. Historiquement, il y en a une qui est la formulation républicaine. La République est une fille du libéralisme politique au sens philosophique du terme. Tout à fait. J'ai pris l'habitude de dire qu'un républicain, c'est un libéral qui pense que l'unité de la société ne va pas de soi. Elle ne se fabrique pas spontanément. Et quand on parle aujourd'hui de néolibéralisme, même s'il y a beaucoup de versions, on pense à une torsion idéologique de l'idée libérale qui promeut la société de marché. On va le dire vite, mais c'est en gros l'idée, c'est ça. Qui a été construite à partir des années 50, le Mont Pèlerin, ensuite reprise par ce qu'on a appelé le consensus de Washington, autour d'économistes d'ailleurs fort brillants comme Thomas Friedman, c'est tous ces gens-là. C'est-à-dire la réduction du périmètre de l'État, small state. Oui, qui s'est incarné dans la formule célèbre de Ronald Reagan, sur laquelle je reviens dans mon livre, qui est « l'État n'est pas la solution, il est le problème ». Exactement. Voilà. Et je dis qu'en France, une telle formule est excessive, scandaleuse, pas praticable. Elle pouvait pas passer, elle pouvait pas produire des effets politiques et sociétaux très puissants. En revanche, ce qui s'est passé en France, avec la tradition étatiste de l'État et de la société, et aussi le prestige accordé aux intellectuels, il y a eu une espèce de rencontre assez féconde entre des intellectuels critiques de la société contre l'État, on va dire. Alors ça va des anthropologues de Pierre Clastres à Foucault évidemment, et également donc des intellectuels pour le coup d'inspiration plus libérale au sens économique du terme. Depuis Michel Crozier, disons, on a eu une succession. L'État modeste, État moderne, voilà. Bon, donc des écoles de pensée assez différentes en réalité, mais en tout cas avec un pôle qui va être assez fort, c'est la deuxième gauche. Et la deuxième gauche va se retrouver évidemment dans l'alternance politique de 81 dans une situation un peu paradoxale, un peu ambiguë, c'est-à-dire elle va perdre sur le plan politique parce que Rocard va être surpassé par Mitterrand et donc c'est la première gauche qui gagne politiquement. Mais comme vous le montrez si brillamment dans le silence de l'État, sur la durée, c'est évidemment elle qui tient la corde sur le plan idéologique et même qui impose ses conceptions, on va dire, à la gauche française sur la durée. Voilà. Et elle gagne culturellement. Elle perd politiquement, mais elle gagne culturellement et c'est par cette deuxième gauche que va s'instiller une critique de l'État à l'intérieur même de l'État, porté par les élites politico-administratives, c'est-à-dire pour l'essentiel des technocrates de centre-gauche ou de centre-droit. On dira plus tard le cercle de la raison, Alain Minc, etc. Et où va s'imposer l'idée, non pas qu'il faut détruire l'État à l'américaine ou à l'anglo-saxonne, mais qu'il faut le modifier, le transformer de l'intérieur. Et c'est donc le thème de la réforme de l'État qui va être en fait la ruse de la raison néolibérale et imposer l'idée que pour qu'il y ait mieux d'État, il faut moins d'État. On n'a pas eu mieux d'État, enfin je crois pas, mais on a eu moins d'État. Là où votre livre évidemment est passionnant, c'est-à-dire c'est de l'histoire politique, mais ça concerne en fait tous les Français, puisque ça concerne notre destin collectif aujourd'hui de 68 millions de compatriotes, outre-mer compris. C'est que vous montrez qu'au fond, droite et gauche, de ce point de vue-là, ont été parfaitement en accord sur, au fond, le giscardisme et la deuxième gauche étaient parfaitement d'accord. Et vous montrez d'ailleurs au passage qu'ils ont produit un enfant, c'est toujours intéressant de l'évoquer, et cet enfant,
ce bébé s'appelle Emmanuel Macron. Il a grandi d'ailleurs depuis, mais c'est leur bébé à tous les deux, en fait. Oui. Enfin, on est peut-être même un petit-fils. Oui, on est loin dans la chaîne des générations maintenant, parce que ça fait un petit moment que ce mouvement est enclenché. Ça fait une 50aine d'années. Hein, en gros, c'est ce que montre très bien Marcel Gauchet dans Le Nouveau Monde. Il y a un tournant dans les années 73-75. Et effectivement, au bout de ce processus, on a l'élection d'Emmanuel Macron. Sauf que, et donc c'est ça qui est évidemment très intéressant dans les thèses de votre livre, ce que vous soulignez aussi, parce que vous êtes un intellectuel engagé, mais l'engagement chez vous n'exclut pas l'honnêteté dans l'analyse. J'espère. Voilà, ce que vous montrez, c'est que Mitterrand, Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, avec tous les défauts ou les imperfections qui furent les leurs, étaient quand même des gens qui en tenaient encore pour l'autonomie de la sphère étatique par rapport au monde économique. La nouveauté, radicale, intéressante et radicale, c'est que la présidence macronienne, au fond, a brouillé totalement les repères et les cartes, et on a aujourd'hui, 4 ans et demi après, une situation où les oligarchies financières apparaissent comme n'ayant jamais été aussi puissantes, finalement, par rapport à une machine d'État largement démunie. Alors, je vais mettre un bémol parce que je crois qu'il y a plus de continuité que de rupture en réalité. D'accord. Et que d'abord le mouvement est enclenché depuis très longtemps. Il y a un sous-jacent très puissant d'autonomisation de la société, d'individualisation, d'autonomisation du capitalisme, et si on veut parler comme les socialistes, et de légitimation du marché par voie de conséquence, et donc de dégradation, de désacralisation de la puissance publique d'une façon générale, dont Emmanuel Macron n'est pas le créateur, mais il est l'un des fils de ce mouvement-là, ou l'un des petits-fils de ce mouvement-là. Et c'est pour ça que je disais qu'il était le bébé de Rocard et de Giscard. D'une certaine façon, oui, mais c'est moins simple que ça, parce que, comme je le dis d'une formule dans le livre, il a tenté un compromis entre Benjamin Constant et Bonaparte. Il n'était pas insensible non plus, parce que c'est aussi sa culture professionnelle. Il a fait l'ENA, un certain volontarisme jacobin, un certain ou disons colbertisme. Et il a essayé aussi de marquer dès son entrée en fonction ce qu'on appelle maintenant d'une formule un peu passe-partout, on parle de verticalité. Bon. Et souvent on ajoute l'adjectif jupitérien, c'est-à-dire comme Jupiter, lançant la foudre de l'État. C'était sa propre formulation. Voilà. Mais ce qu'on a vu aussi assez vite, du moins de mon point de vue, c'est que c'est une incarnation assez superficielle de l'autorité. C'est pas ça la véritable autorité. C'est quoi, Gilles Clavreul, la véritable alors autorité ? Le mot autorité est passionnant parce que il a la même racine que le mot auteur et que le mot augmenté. C'est-à-dire, l'autorité, c'est à proprement parler la création politique. C'est se faire l'auteur de quelque chose. De quoi ? De la communauté politique, précisément. Donc, c'est pas la même chose que d'incarner une autorité martiale parce qu'on se tient debout sur un commande-car comme il l'a fait. Ça, c'est un petit peu de la mise en scène. Mais il est pas le seul, ils l'ont tous fait. Et d'ailleurs, il y a une part, bien évidemment, de mise en scène du pouvoir qui est indispensable et qui est nécessaire. Mais ce n'est pas ça qui dit l'autorité de l'État. Ce qui dit l'autorité de l'État, c'est, comme je le montre par exemple à travers l'exemple que je trouve très topique de Notre-Dame-des-Landes, c'est le fait d'avoir une parole et de s'y tenir. Bon, et ça a été plus difficile. Je crois cependant que alors évidemment, il y a ce logiciel libéral effectivement qui était présent chez lui et une promesse de rupture qui était censée affranchir en gros la société française des anciens modèles. Et pour autant, il a au minimum évolué, peut-être même très sensiblement infléchi le cours de son quinquennat, quand il s'est aperçu qu'il y avait des données permanentes dont il ne pouvait pas faire fi et une demande sociale à laquelle il fallait qu'il réponde. Alors là, on va justement entrer dans le détail de ce que vous analysez, parce que c'est un livre aussi, ça n'est pas seulement un livre théorique, bien sûr, sur l'État et sur sa déstructuration ou sur sa déconstruction depuis 40 ans, c'est aussi un livre sur la société française dans ses palpitations les plus actuelles. Le point de rupture pour le président de la République, vous le racontez très très bien, c'est le soulèvement des Gilets jaunes au tout début de l'année 2019. Donc c'est scandé, médiatiquement scandé. Fin 2018. Voilà, ça commence en novembre 2018. Et oui. ça accroît son intensité dans les toutes dernières semaines de décembre. Et en janvier, on va dire les choses comme elles sont, nos auditeurs s'en souviennent sans doute pour beaucoup de gens dans les élites françaises
pense que, je résume, c'est fini pour Emmanuel Macron. Voilà. Donc il va en tirer des conséquences, lesquelles des conséquences radicales, oui. Alors, on part d'une crise qui est déclenchée, on s'en souvient tous, par un projet de taxation du gazole qui fait lui-même suite à une mesure sur les 80 km/h. Et qui va toucher, de facto, les personnes issues des classes les plus populaires dans la France périphérique. Je reprends une très belle formule qui était celle de mon ami Denis Maillard. C'était l'opposition entre ceux qui nous conduisent et ceux qui conduisent. Exactement. Voilà. C'est exactement cette situation-là, et ça a montré aussi la faiblesse de ce qu'on appelle l'économicisme, c'est-à-dire de penser que tout s'explique par des régulations d'ordre économique, par des questions d'inégalité sociale. Au passage, et autres. si on veut charger un peu la barque de la critique, mais on a le droit, des ministres n'ont pas manqué d'allumer le feu aussi. On se souvient de Benjamin Griveaux qui parlait des fumeurs de gitane et des conducteurs de R16. Ce sont des formules extrêmement péjoratives qui ont beaucoup choqué les Français. Qui s'inscrivaient dans un ensemble, et l'attitude du président lui-même n'y était pas pour peu. On se rappelle un certain nombre de formules qui lui ont été très durement reprochées sur les ouvrières illettrées ou sur le fait qu'il suffisait de traverser la rue. D'ailleurs, à l'endroit où il était et au moment où il le disait n'était pas faux, factuellement, mais un président ne devrait pas dire ça, si je puis à nouveau réemployer pour lui la formule. En revanche, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où on a eu cette crise d'une ampleur inédite, très, très grave, très profonde et très violente, elle est très, très vite devenue extrêmement tendue, il a eu l'intelligence de se réinventer complètement, et il a créé, et voilà, c'est ça l'autorité, il a créé le grand débat, qui est un exercice de confrontation directe. Il a repris la parole et il a réussi à retrouver un lien avec les Français. Fragile toujours, mais il est arrivé. Avec un immense talent oratoire qui a été vu par tout le monde, puisque les chaînes info répercutaient ces grands débats en direct. Tout ça, on ne peut pas le lui enlever. Et donc, il a regagné progressivement de la crédibilité, y compris d'ailleurs auprès des élites médiatiques, politiques, économiques du pays. S'inscrivant dans une tradition, là aussi, très longue. Le chef, c'est celui qui se porte au devant. C'est pas celui qui est à l'arrière et qui dirige les troupes de loin. C'est celui qui va au front directement. Donc ça, il a fait très fort, comme on dit. Je vais vous poser très clairement la question, puisque vous êtes aussi un intellectuel engagé, au titre du think tank que vous avez co-créé avec quelques amis et qui est aujourd'hui à vos côtés, présidé par un ancien ministre mitterrandien célèbre, Jean Glavany, exactement, voilà, qui représente justement l'esprit de la première gauche historique. Pourquoi vous n'avez pas davantage salué avec vos amis ce tournant qu'on pourrait presque qualifier de valsiste de la présidence de la République ? Alors, c'est intéressant que vous le disiez comme ça, mais c'est un hommage un hommage non reconnu en effet à une pensée et une action, celle de Manuel Valls, dont Emmanuel Macron avait précisément pris un grand soin de se démarquer quand il était encore ministre de l'économie. On se souvient en quelles circonstances. Mais cela dit, passons là-dessus, parce que de toute façon, l'histoire avance. À partir de cette année 2019, il y a eu des inflexions très profondes dans la pratique du pouvoir et dans les décisions prises par Emmanuel Macron. Ça s'est traduit de multiples façons, avant évidemment qu'on ait la crise du Covid, un changement de Premier ministre. Et l'un des sujets sur lequel il y a eu une inflexion là aussi très profonde, c'est sur la laïcité. Et je rappelle là aussi à quel point cette question est devenue centrale, et pas pour rien, c'est que là aussi elle a partie liée avec la constitution de notre identité française depuis des siècles, et bien avant la loi de 1905. Il y a un auteur que je cite qui est tombé dans l'anonymat, mais que je trouve très important, Georges de Lagarde, qui situe la naissance de l'esprit laïque à la fin du Moyen-Âge. C'est le titre d'un livre qui date des années 30 et qui est absolument fondamental. Donc, pendant ce fameux automne du Moyen-Âge dont a parlé le grand historien néerlandais Johan Huizinga. Tout à fait. Donc voilà. La construction de l'État a partie liée avec la laïcisation. Et donc, d'une certaine façon, notre identité française est une identité profondément laïque. Emmanuel Macron, j'ai le sentiment, a commencé à le comprendre. Alors qu'il ne vient pas de cette tradition. Ça, c'est la rupture de 2019. On va dire que c'est sur le plan culturel. Il y a ce switch vers la laïcité. Oui. Et vous évoquez longuement aussi, parce que c'est au cœur des thèses de votre nouveau livre qui est passionnant et très, très accessible, Dans le silence de l'État aux observatoires, vous évoquez aussi une deuxième rupture, on va dire d'ordre plus économico-social.
C'est-à-dire que le président de la République, on le sait, donc vient plutôt de la deuxième gauche. Donc il misait incontestablement sur les forces de marché pour démocratiser la société française. Et là, il se rend compte qu'il faut au fond revenir au keynésianisme, c'est-à-dire à la dépense publique intelligente. Et la révolution mentale qui se produit chez lui, c'est l'année suivante, avec la pandémie d'une violence qui a été inanticipée par tous les experts et qui a obligé la France à dépenser plus. Oui, et aussi à constater à la fois les ressources et les limites de l'État. Les ressources, parce que, et ça j'y insiste beaucoup, il y a un service public fort, il y a un attachement au service public chez les fonctionnaires qui sont la vraie ressource de l'État, en réalité, un dévouement, une implication, et ça on l'a vu avec les personnels soignants. Et puis il y a aussi beaucoup de limites, parce que tout ce démantèlement de l'État auquel on a procédé depuis une vingtaine d'années, singulièrement de l'État territorial, la dépossession, la complexification des normes juridiques, la dépossession par la création des agences, a induit ce qu'on appelle maintenant une gouvernance extraordinairement complexe, confuse et très déresponsabilisante. Et ça s'est vu très directement dans la gestion des lits d'hôpitaux, etc. Justement, là, on est au cœur d'un sujet de graves faiblesses. On est au cœur d'un sujet extrêmement explosif. En Macronie, certains ont pris l'habitude de traiter de complotistes ceux qui mettent en cause cette réduction du périmètre de l'État dans le sanitaire, et notamment les fermetures de lits d'hôpitaux dans la fameuse France périphérique, ce que les politiques appellent les territoires. Vous, quelle est votre position là-dessus ? C'est beaucoup plus compliqué que ça en réalité, parce que c'est-à-dire que d'abord ce qu'on appelle des fermetures de lits, c'est pas des lits physiques qu'on enlève des salles, bien évidemment. C'est que lorsque vous ne pouvez pas constituer les équipes, par exemple pour un bloc opératoire ou pour un service de médecine, forcément vous avez moins de places d'accueil. Mais soyons clairs, Gilles Gavre, il y a un processus de retrait de l'état sanitaire progressivement des territoires. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y a la mise en place à partir du milieu des années 2000 d'un système qui est régulé de manière technocratique par des agences et par un système de régulation budgétaire globale qui s'appelle la tarification à l'activité, qui est une espèce de simili-marché, mais avec rien de ce qui fait normalement un marché, c'est-à-dire une offre et une demande libre. Là, en réalité, c'est un système administré avec un prix déterminé par l'enveloppe budgétaire qui s'appelle le budget de la Sécu. Bon, et à partir du moment où l'objectif central, c'est de limiter la progression de ce qu'on appelle l'ONDAM, l'objectif de dépense de l'assurance maladie, très en dessous de son rythme de progression spontané, c'est-à-dire le vieillissement, l'augmentation du produit intérieur brut, le progrès technique, et in fine la masse salariale de la fonction publique hospitalière. Tout ça, ça fait que vous avez un sous-jacent chaque année d'augmentation de 4,5% des dépenses hospitalières. Et on a plutôt contenu dans les années 2010 les dépenses hospitalières autour de 2% d'augmentation. Donc quand vous faites ça, eh bien oui, au sein des hôpitaux, dans les services, on le sent passer, et très douloureusement. Ça, c'est un premier point. Mais on le sent passer pas partout de la même manière, parce que vous avez des hôpitaux dont l'activité augmente considérablement, et vous en avez d'autres dont elle chute structurellement, en particulier dans des territoires qui perdent de la population. Mais comme vous avez un système complètement bureaucratique, vous ne pouvez pas jouer de manière souple sur ces différents facteurs. Vous pouvez plus réallouer, pour dire les choses clairement, les facteurs de production correctement. Et vous le pouvez d'autant moins que vous avez un système d'agence qui est littéralement pas fait pour ça, et une pseudo-logique de marché. Je rentre pas dans les détails, c'est extrêmement compliqué, mais quand même, c'est pour bien faire comprendre que c'est beaucoup moins simple que les différents slogans qui s'affrontent. Que libéralisme versus service public. Voilà. Gilles Clavreul, vous êtes délégué général du think tank l'Aurore, vous l'avez donc cofondé avec Jean Glavany, c'est un think tank républicain, très d'ailleurs sensible à cette question des territoires qu'on vient d'évoquer. Vous signez dans le silence de l'État aux éditions de l'Observateur, c'est un livre passionnant qui mérite vraiment d'être lu par tous ceux qui veulent comprendre où on en est aujourd'hui. Alors on va évoquer un dernier point. Le président de la République semble convaincu, ses conseillers politiques, un certain nombre d'entre eux qui jouent les go-between d'ailleurs avec ces milieux, Bruno Rocher-Petit, des gens comme ça, que c'est vers la droite qu'il faut se tourner, et voire même vers la droite dure qu'il faut se tourner pour conquérir des suffrages en vue de 2022. Vous en pensez quoi, vous, à titre personnel ? Est-ce que cette giscardisation programmée du macronisme vous satisfait, Gilles Clavreul ?
Il y a deux choses différentes. Est-ce que c'est efficace politiquement? Ça, j'avoue que je sais pas trop. On verra bien. Votre feeling de politique, est-ce que c'est exactement ce qui va se passer? Ce qu'Emmanuel Macron va faire, non seulement je ne sais pas, mais très franchement, le fond de ma pensée, je suis pas sûr du tout. Je suis pas sûr du tout parce Grand hommage à Giscard au début du mois de décembre, au moment du congrès des Républicains. Oui, mais quel Giscard, hein, Est-ce que c'est le Giscard progressiste et moderniste du début de son septennat, ou bien le Giscard plus sécuritaire de la fin avec la loi sécurité et liberté, et plus conservateur aussi, hein, je sais pas. Donc, mais il suit fidèlement le précepte du cardinal de Ray. Un peu des deux, sans doute, non? Oui, et puis ne pas sortir... Enfin, on sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Il y a même eu un livre qui s'appelait Monsieur Macron l'ambigu. Oui, enfin, en tout cas, donc là, celui qui sait manier l'équivoque avec beaucoup de talent. De maestria. S'agissant de ce rapport à la droite, puis on parle évidemment beaucoup de droitisation de la société française, là aussi, formule un peu, je crois, un peu obscure, pas très claire. Il y a des préoccupations que manifestent les Français sur le terrain de la sécurité. Il y a des peurs de nature identitaire, ou en tout cas des questionnements, mais très profonds, et qu'il ne faut pas regarder avec mépris. Où sommes-nous? Qui sommes-nous? Est-ce qu'on peut encore peser sur notre destin? Il n'y a pas de raison de traiter avec mépris ou au contraire justement avec phobie ce genre de questionnements. Ils sont légitimes, surtout quand ils sont exprimés par les Français les plus fragiles. Je crois que c'est ça qu'il faut également entendre et avoir présent à l'esprit. En triangulant une partie de cette pensée conservatrice ou néo-conservatrice française, ou néo-réactionnaire, même on l'appelle comme on veut, est-ce qu'on peut la battre politiquement? Est-ce que c'est la bonne méthode? Je me demande s'il n'y a pas un peu de surinterprétation. Surinterprétation, c'est-à-dire, Gilles Cavreul, du poids réel de cette droite identitaire. Hein, c'est de ça qu'il s'agit. Éric Zemmour est à 18% à force d'opinion, Marine Le Pen est à 14%. Peut-être bien, mais c'est pas encore décanté très clairement tout ça. Puis on n'est pas vraiment entré dans la campagne. Quand vous avez une telle focalisation médiatique sur un personnage qui sait extrêmement bien jouer le buzz, etc., mais qui ne sait pas déclarer, et qui pour l'instant parle comme un polémiste, mais pas comme un candidat, c'est-à-dire qu'il déploie des analyses, mais il ne fait pas de propositions, et à mon avis d'ailleurs il en fera pas, parce qu'il n'a pas intérêt, on l'a bien vu avec Trump par exemple, il n'a pas intérêt à dérouler un programme. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de dérouler sa vision. Comme pour l'instant il n'a pas vraiment de contradicteurs, ou alors quasiment des contradicteurs qui sont des faire-valoir comme Jean-Luc Mélenchon dans ce débat qui a été une formidable aubaine pour Éric Zemmour. Mais on n'est pas du tout entré dans le vif du sujet, encore une fois. Alors, est-ce que Emmanuel Macron ou d'autres peut-être d'ailleurs vont essayer de se mettre sur ce terrain-là? Regardez le récent débat des candidats les Républicains sur l'immigration ou la sécurité, on a l'impression qu'ils étaient plus préoccupés, en tout cas certains d'entre eux, par se positionner par rapport à Zemmour que toute autre chose, parce qu'il s'adresse aux vous militants. L'avez bien connu, l'ancien président de la République, François Hollande, puisque vous étiez à la tête de la DILCRA à l'époque. J'ai été son conseiller à l'Élysée pendant 2 ans et demi. Et lui, donc, a récemment publié un ouvrage, d'ailleurs très bien écrit et très intéressant, qui s'appelle Affronter, aux éditions Stock. Et il pointe le fait que la difficulté d'Emmanuel Macron va être de rassembler ses forces autour d'une cohérence, et que ceux qui vont gagner, qui risquent de gagner lors de cette présidentielle, seront des hommes de la sobriété, du sérieux, de la constance dans les idées. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut encore projeter cette image, d'après vous, Gilles Cavreul? Ouais, mais je connais trop bien l'un et l'autre pour formuler tout jugement qui paraîtrait donner raison à l'un et donc donner tort à l'autre. C'est pas. Vous êtes prudent? Non, c'est pas une question de prudence. C'est que pour moi, c'est pas le sujet de toute façon. Pourquoi? Parce que je crois que le sujet du futur président de la République, quel qu'il soit, sera de répondre aux défis de l'unité de la société. Nous sommes dans une société de plus en plus divisée. Est-ce qu'on y répond en sautant d'une idée à l'autre? Non, justement. Voilà. Et je réponds à la question que vous me posiez initialement sur la triangulation, le fait d'aller sur le terrain de la droite identitaire ou d'aller sur tout autre terrain. Je ne sais pas ce que sera la formule politique gagnante. Ça peut peut-être marcher pour remporter une élection. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui est nécessaire au pays. Ce qui est nécessaire au pays, c'est de sortir des clivages qui sont en train de la manger, de la phagocyter, et qui rendent la vie des Français invivable. On a bien d'autres sujets à affronter.
l'écologie, la mondialisation, les inégalités sociales, la question territoriale, l'insécurité, que de s'affronter sur des questions identitaires. La matrice valsiste, elle existe encore, elle porte quel regard, justement, d'après vous, là-dessus? C'est pas personnalisons pas les sujets, c'est l'idée républicaine. Et elle est centrale dans l'identité française. Et au fond, je suis persuadé que c'est ce à quoi la grande majorité des Français aspirent, quelles que soient leurs conditions sociales et même une partie de leurs valeurs. Mais ils savent bien, ou ils voient bien qu'à un moment donné, cette culture du clash, ces oppositions permanentes, ces monomanies, par exemple sur l'immigration, c'est pas possible. C'est pas ça qui va c'est pas ça qui va répondre aux grands défis du pays. Donc on a des mobilisations identitaires avec des gens qui sont complètement monosujets. C'est vrai d'Éric Zemmour, c'est vrai de Sandrine Rousseau. C'est pas comme ça qu'on va réparer la société française. Secondes, il faut réinventer quelque chose que Nicolas Sarkozy a détruit en son temps, qui était le Haut Conseil à l'intégration. Je sais pas, je crois pas que ça dépende d'une formule administrative, c'est pas la question. Encore une fois, c'est réparer la société française. Alors la question de l'intégration, effectivement, elle est très importante, vous avez raison d'y venir, parce que derrière le problème de l'immigration, le flux, il y a la question des gens qui sont là, comment on en fait des Français. Absolument. Merci infiniment. Merci, vous reviendrez à Radio J pour cette conversation, alors qui était quand même centrée autour des thèses de votre nouveau livre aux éditions de l'Observatoire, Dans le silence de l'État. Je rappelle, Gilles Clavol, que vous êtes le délégué général du think tank L'Aurore. Merci d'avoir fait un tour par Radio J. Merci. Et bon Shabbat à vous.